Bienvenue sur le podcast Les apprentis lecteurs, le trône de fer, le podcast lecture-relecture du trône de fer ou The Song of Ice and Fire sans spoiler. Aujourd'hui, on se retrouve pour le chapitre 14, soit le 4e chapitre de Arya, de Clash of Kings, toujours en compagnie de Guillaume. C'est moi. Et déjà, 4e chapitre d'Arya, hein, ça, alors que, je sais pas, Theon ou Daenerys en a eu un. Genre, Daenerys en a eu un, quoi. Et Arya 4, c'est ouf. Ouais, mais pareil, alors pour les auditeurs, on vient de tourner le chapitre de Jon, donc ça se relate un peu à ce que on venait de dire par rapport à ce chapitre, mais tu sens qu'il y a beaucoup de chapitres d'Arya qui auraient mérité d'être fusionnés. Celui-là, non, parce que bon, celui-là, il est assez conséquent, mais dans les 3 premiers, sincèrement, on aurait pu en fusionner 2. Hein. Non, c'est vrai. Mais vas-y, Guillaume, je te laisse faire le résumé de ce chapitre. Ok, donc dans ce chapitre, on retrouve Arya qui est toujours escortée par Yoren, du coup, en direction de Winterfell. Et en fait, les stigmates de la guerre se multiplient et motivent Yoren à aller demander l'asile auprès de Lady Went à Harrenhal. Et en fait, ils vont s'arrêter juste à côté de Harrenhal, à Ville Arryn, complètement désertée par ses habitants, et ils vont se réfugier au sein d'une forteresse qui sera prise d'assaut la nuit même par Ser Amory Lorch et ses soldats. Ce qui va forcer ainsi Arya à prendre la fuite et par conséquent assurer son retour à Winterfell par ses propres moyens. Ok, merci Guillaume pour le résumé. Juste toi, tu dis Amory Lorch, parce que moi j'ai toujours dit Amory Lorch. Donc c'est possible que ce soit Lorch. Ouais, je crois que dans la série elle dit Amory Lorch. C'est possible. Ah, il apparaît dans la série. Oui, bah oui, il fait partie. On dira plus tard, mais il fait partie des gens que Arya déteste. Ok, d'accord. Moi, je ne me rappelle pas. Bon, c'est parti. Le chapitre débute près d'une rivière où la bande de Yoren découvre un cadavre. Donc c'est vrai que dans le chapitre précédent, on les avait laissés voilà, dans le conflant. Ils découvraient toutes les conséquences, les stigmates, tu viens de dire, Guillaume, de la guerre qui fait ravage dans celui-ci. Et donc tu sens que c'est un peu la galère pour eux, quoi. On ne pouvait pas traverser la rivière là où ils étaient, le lit en était trop profond. Ainsi, Yoren décida d'envoyer quelques hommes en amont et en aval y découvrir là où ils auraient trouvé un guet. Miséreux comme ils étaient, ils ne pouvaient pas se passer de présents qu'un cadavre pouvait offrir, aussi décidèrent-ils de fouiller le corps. En attendant, Arya regardait un homme du nom de Curse pêcher un poisson, et sa posture lui rappela ce que Syrio Forel lui avait appris, calme comme l'eau qui dort et preste comme un serpent. Cela semblait plus facile pour elle que d'attraper un chat, comme son ancien maître à danser lui avait enjoint de pratiquer. Ça me fait marrer parce qu'en gros, tu sais, t'as Arya qui essaye de se remémorer tous les enseignements que Syrio Forel lui a appris et tu sens que même par rapport aux autres, elle se dit, lui, il a une bonne posture. Lui, il ira allemand, ce garçon. Ça, c'est vraiment un entraînement de ninja qu'elle a fait avec Syrio Forel. Le genre de... Tu sais, je crois que t'avais parlé de Karate Kid un peu, mais c'est le genre d'entraînement débile qui te font attraper au fur et à mesure une bonne posture, tu vois, ça, des bons réflexes, etc. J'avais peut-être mentionné Karate Kid, ouais, avec Maître Miyagi qui fait repeindre les murs à son élève. Il se dit, ouais, c'est éclaté. Et au final, ça trouve son utilité quelque part. Mais oui, ça fait un peu ça, quoi. À son retour, Yoren expliqua à la troupe que la suite du trajet allait s'avérer être difficile. Il y avait beaucoup de zones en feu autour d'eux, et ils pouvaient facilement retomber sur la grande route, ce qu'ils préféraient éviter. Ainsi, Yoren décida de continuer le trajet vers Harrenhal, là où il pourrait demander asile. En effet, la forteresse appartenait à Lady Went, dame qui avait toujours protégé l'ordre de la garde de nuit. Visiblement, ils ne sont pas au courant que Tywin Lannister siège à présent sur Harrenhal. Et du coup, Guillaume, est-ce que tu peux rappeler aux auditeurs pourquoi ils pensent que Lady Went va les protéger? Déjà parce que pour moi c'est une famille vassale des Tully, donc de mémoire. Ouais, c'est ça. Les Went, c'est des vassales des Tully. Donc ça devrait le faire pour Arya, quoi, qui est la fille de Catelyn, ça devrait aller. Mais voilà. Et du coup, est-ce que tu te rappelles pourquoi ils ne sont pas au courant que Lady Went ne siège pas à Harrenhal? Pourquoi ils sont pas au courant En tout cas, qu'est-ce qui est arrivé à Lady Went? Je ne me souviens plus du sort de Lady Went.
Euh, du coup, ouais, il faut rappeler que en fait Lady Went, Lady Sheila Went, c'est celle qui régnait sur Harrenhal lors du premier tome. Ouais. Mais bon, lorsque les Lannister ils arrivèrent dans le conflant, elle a dû rendre en fait son château parce qu'il n'y avait pas assez d'hommes pour la protéger et du coup on ne Ouais. sait pas ce qui lui est arrivé depuis. Ok, bah ça me parle vaguement, mais tout ça me semble logique. Ouais, en fait dans le tout dernier chapitre de Tywin, tu sais, c'est un peu la réunion de guerre des généraux de Tywin. Il a dit que voilà, il est arrivé sur Harrenhal et que Lady Went elle avait dû rendre le château faute d'hommes et que en fait on connaît pas son sort en fait après ça. D'accord. Donc on sait même pas si Ok. elle est morte ou juste elle a rendu les machins, les prisonnières là-bas. Zéro information. Elle a rendu les clés. À la mention de Harrenhal, un des hommes de la bande prit peur. Selon lui, la forteresse était tentée et les fantômes y demeuraient à présent. Arya se rappelle que vieille Nan, la conteuse et nourrice de Winterfell, racontait ce même genre d'histoire, qu'après l'embrasement de la forteresse par le dragon d'Aegon le Conquérant, des fantômes y persistaient pour hanter les tours carbonisées. Donc on avait déjà parlé de toute cette histoire, hein, que Ouais. Aegon, voilà, je crois qu'on avait dit que le jour où Arryn le Noir a fini la construction de Harrenhal, c'est ce même jour où Aegon posa les pieds sur Westeros et que du coup Arryn il se voilà, il se présumait invincible dans sa forteresse de pierre, etc., en disant que jamais on ne pourrait l'y vaincre. Et puis Aegon, il est arrivé, tac, 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 ta forteresse, je la crame en deux, hein, tu vas me remplacer. Hein, ta pierre là, c'est bien joli, mon gars. Maintenant, c'est à moi, donc je la crame. Arrête fut mort, et puis sa lignée éteinte avec lui. Je crois que même il y a des gens ce jour-là, ils ont appris que la pierre ça pouvait fondre. Genre, ils sont. Le feu de dragon, c'est pas du n'importe quoi. Ouais. Mais du coup, cette histoire de château hanté, hein, de forteresse hantée, je crois que c'est la première fois qu'on l'entend. Mais bon, ça m'étonne pas que après un événement comme celui-ci, de sombres rumeurs courent sur Harrenhal, quoi. Mais il y avait pas c'était pas déjà mentionné que Harrenhal avait du mal à garder un propriétaire stable. Si, dans le dernier chapitre de Catelyn, c'est dit que, en fait, ça changeait beaucoup. Alors, je sais plus exactement ce qui est dit. Il faudrait que je recherche. Je suis désolé. Euh, bon, là, on a plus beaucoup de batterie, c'est pour ça qu'on speed un peu, donc j'ai pas le temps de rechercher. Euh, mais t'as raison, il y a cette histoire du fait que Harrenhal, enfin, en tout cas, que les propriétaires changeaient beaucoup. Et depuis le début de la saga, ça a appartenu à Lady Went. Puis ensuite, Tywin est venu récupérer les clés, Cersei a vendu, ou en tout cas Cersei par l'intermédiaire de Littlefinger a donné les clés à Janos Slint en récompense de ses méfaits envers Ned et pour la trahison. Sauf que Janos Slint, à présent que Tyrion l'a envoyé au mur, Harrenhal, ça appartient à personne. Hein. Du coup, là, c'est lieu inconnu sur la carte. Je m'étais pas rendu compte que depuis le début, genre ça avait déjà changé autant. C'est vrai que Ouais. quand tu retraces, tu fais ouais, rien que en un tome, c'est parti en couille. Quoi. Ok. Arya ne croyait guère à ces histoires de fantômes, c'était les froussards, comme le garçon qui était avec elle, qui y croyaient. Non, Arya se visualisait déjà pouvoir révéler son identité à Lady Went. En effet, c'était une vassale des Tully, comme tu l'as dit Guillaume, et par conséquent de son grand-père, Lord Oster Tully. Elle devrait se charger de la protéger et de lui pouvoir une escorte jusqu'à Winterfell. C'est vrai que quand on y pense, en fait, Arya, elle est vraiment en terre amie là, dans le conflit normalement. Enfin, je veux dire, son grand-père, c'est Lord Oster Tully, et sa mère, du coup, Catelyn Tully. Mais vu que le conflit, en fait, c'est la guerre, quoi. Et elle se trouve, on a l'impression du mauvais côté. En fait, elle se dirige du mauvais côté, elle se dirige vers Harrenhal, alors qu'il faudrait justement aller du côté du conflit où ce n'est pas vers Harrenhal, tu vois. Où il y a Ouais. encore les seigneurs bannerets de son père qui lui sont fidèles, qui pourraient l'accueillir. Tandis que la bande de Yoren s'approchait de Ville-Arène, le bourg qui entourait la forteresse de Harrenhal, ils ne virent que des maisons, cabanes et masures abandonnées. Yoren, de par son expérience, sentait que la chose était louche, il avait un mauvais pressentiment. Prudemment, il ordonna qu'on fouille les parages, au cas où on pouvait y trouver des objets de quelconque utilité, des armes, de l'argent, une embarcation.
Et ce genre de passage, comment ça m'énerve. En fait, ça me fait tellement penser au scénario des films d'horreur où les mecs, c'est des pecnos qui arrivent dans un coin abandonné, un coin désert, et ils disent mais c'est pas grave, mais viens, on va explorer. Je veux dire, tout le monde l'a abandonné, c'est désert, il y a personne, pas un chat, mais les gars, ils y vont quand même, la fleur au fusil. Je veux dire, c'est tellement énervant dans les films d'horreur quand ça fait ça. Non, mais qu'ils fassent demi-tour. Ils fassent demi-tour. Non mais je sais même pas quoi te dire. C'est vrai que c'est un peu fatigant quoi. Non, mais, c'est un truc, les gars, ils arrivent, ils voient des maisons carbonisées, les habitants qui ont fui, le village il est désert, et ils se posent pas la question de mais non, mais peut-être qu'il faudrait pas y aller, quoi. Je veux dire, ils ont pas un peu de jeuneur, peut-être. Les gars sont sereins, ils vont comme ça, ils disent ah ouais, ça a été abandonné, bien vu. Mais bon, on va se poser quand même. Mais C'est insultant. plus tard dans le chapitre, pour effectivement, pour même pour la forteresse de pierre dans laquelle il se trouve, genre Yoren il fait c'est parfait pour passer la nuit en toute sécurité. Et genre ok, mais il y a personne il y a personne dedans en fait. Pourquoi tu crois que les gens ils ont fui quoi? C'est ouf. Même Arya commençait à avoir la chair de poule et à se poser des questions. Pourquoi, depuis qu'ils étaient entrés dans le conflant, tout semblait désert ou chaotique? Une chose devait bien avoir fait fuir tous ces gens. Arya, dans le chapitre, c'est la seule qui a un peu d'intelligence. Non mais sincèrement, les autres sont cons. Les autres sont sincèrement cons. Ils se séparèrent, effectuèrent des recherches, mais rien ne fut trouvé. Tout le monde était parti en emmenant toute possession avec eux. Dépité, la seule solution possible, et encore, possible, qui résulta de leur échange, fut de construire des radeaux avec les arbres et clous à disposition afin de naviguer près du bord. Mais cela impliquait d'abandonner le fourgon et les 3 prisonniers qui y demeuraient. Donc on le rappelle, hein, dans le fourgon, il y a 3 prisonniers que comment il s'appelle encore Yoren avait recueilli des donjons, enfin des comment ça s'appelle encore les putain les cajots, pas les ah merde, comment ça s'appelle encore les geôles, ouais les geôles, Ouais. du donjon rouge. Donc on avait Jaqen H'ghar, citoyen de la cité libre de Loras, qui avait les cheveux rouges d'un côté et blancs de l'autre, parlant toujours de lui à la 3e personne. On avait aussi Rorge, celui qui rappelait à Arya un singe des îles d'été, parce qu'il avait un visage sans nez, avec du poil noir qui lui couvrait les bras, les jambes et le torse. Et en dernier, Mordeur, qui était chauve et ne s'exprimait que par des sifflements. Yoren décida de s'installer dans la ville pour y dormir, dans le fort de pierre plus précisément. Et voilà, c'est exactement ce que tu disais tout à l'heure, Guillaume. Arya, c'est la seule qui dit à Yoren, mais Yoren, y a tout le monde qui est parti là. T'es sûr que c'est intelligent de s'installer dans ce fort, hein? Et lui dit oui, bon, tu sais, nous on fait partie de la garde de nuit, tranquille. En fait, tu sens que tout va mal. Tu sens qu'ils sont cons, mais c'est comme dans les films d'horreur. Ils sont cons, et tu sais qu'ils sont cons, et tu sais que tout va mal se passer. Tu sais, je crois que ça s'appelle l'ironie dramatique. Quand tu sais que quelque chose va mal se passer, et pourtant tu suis quand même les personnages, tu vois. Et ça me surprend quand même de Yoren parce que tu sais jusqu'ici Yoren c'était quand même le mec, tu sens que bon il est d'une classe sociale basse et tout, qu'il a la garde de nuit, mais tu sens qu'il a beaucoup d'expérience, qu'il a, tu vois, tu sens que le mec il est quand même rodé sur certains points. Et là il joue le con vraiment. Franchement, ses décisions elles sont pas à la hauteur du personnage, je trouve. Ouais, je suis d'accord avec toi. C'est vrai que, encore de la part de tous les autres, bon, tu peux dire que... Mais en fait, les autres, ils suivent les ordres de Yoren, et c'est Yoren qui est totalement con. Enfin... C'est énervant. Les mecs, ils sont dans un village, tout est détruit, tout est carbonisé, ils sont là, ah, ouais, ok. T'as envie de leur dire, comme dirait un grand magicien, fuyez, pauvre fou. Mais, je sais... Sincèrement, je sais même pas quoi dire. Ouais, c'est vrai que moi j'aurais plus, si tu m'avais dit Yoren qui va dans les conflans, j'aurais plus imaginé en train de se dire bon là clairement tu vois, c'est plus le mec que j'aurais imaginé dire j'ai un mauvais pressentiment, on se barre, tu vois.
et Mm. il se fait niquer, il se fait embuscader en prenant le chemin du retour, tu vois, ou en revenant sur ses pas. Tu vois, c'est plus comme ça que j'aurais vu se faire serrer, plutôt que s'aventurer dans un lieu complètement débile, tu vois, enfin de façon complètement débile. Mais le pire, c'est que en plus, il dit qu'il a un mauvais pressentiment, mais il y reste. C'est ça qui est terrible. Ouais, c'est catastrophique. Anyway. Donc on vient de dire, Yoren décide de s'installer dans la ville pour y dormir, même si c'est dans un fort entouré de pierres. Et seul Arya a le bon sens d'aller contre cet avis, argumentant que la population locale s'était bien gardée d'y rester, qu'il devait y avoir une raison. Mais Yoren se justifia par le fait que les anciens habitants étaient en temps de guerre, que contrairement à la garde de nuit qui, eux, ne prennent pas parti. Personne n'était l'ennemi de la garde de nuit. Et personne n'était l'ami de la garde de nuit, songe Arya. Voilà une personne sage et intelligente. Yoren eut le dernier mot, aussi s'installèrent-ils dans le fort. Ils barrèrent les portes par sécurité, clôturèrent le passage d'un tunnel sous la grange du fort qui menait vers le lac, à l'extérieur, mirent en place un tour de garde et trouvèrent des oies et des poulets à cuisiner pour se contenter. Tout le monde semblait taciturne. Gendry s'était retranché dans un coin à polir son home, comme à son habitude. La petite fillette de 2 ans qu'ils avaient recueillie au chapitre précédent suite au décès de sa mère estropiée était toujours présente. Elle continuait à brailler, comme à son habitude. Et c'était à présent le tour de garde de Daria. Elle le passa à polir son épée aiguille, comme son maître à danser, Sirio Forel, lui avait conseillé. Elle ne devait jamais devenir émoussée. Tourte vint un moment lui faire la conversation, et on sent que Tourte, il s'intéresse vraiment à rien, sans lui causer des noises, en l'interrogeant sur la provenance de son épée, qui lui paraît de bonne qualité. Ce à quoi elle répond que c'était son frère qui lui avait offert. Mais en sentant que Tourte devenait de plus en plus curieux en lui posant des questions sur ses frères, Arya resta sur ses gardes et l'envoya bouler. Donc c'est marrant parce que, enfin c'est marrant, mais je veux dire c'est là tu sens vraiment que Tourte il est, enfin, voilà quoi, il est avenant quoi. Il veut juste faire la conversation avec elle, il s'intéresse à Arya et elle érige une barrière en fait entre eux. Alors que Bah, tout avait, elle a ouais. ses raisons, hein. Elle a clairement ses raisons. Je peux pas lui en vouloir pour ça. Oui, c'est vrai que quand on y pense, Arya là, elle est considérée comme la fille d'un traître, hein, la fille d'un félon. Mm. Je pense que elle vaut, si celui qui la ramène, il peut toucher un bon pactole, hein. Ah oui, dans ce sens-là. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Après, est-ce que oui, non, mais t'as raison. Du coup, elle doit se méfier de tout le monde, quoi. Et ce qui inclut Tourte, même si tu sens qu'en fait, il est pas dangereux et que bon, voilà quoi, c'est juste un gars au tout début lors de leur rencontre qui a voulu se faire passer pour plus fort qu'il n'est. Et alors que je pense que Ouais, dans une autre vie, ils auraient quand pu bien être même, potes, quoi. quand bien même il serait pas dangereux, il suffit qu'il parle un peu trop et enfin, c'est le bruit qui court qui devient dangereux, tu vois. Hmm, c'est vrai. Arya ne se rendit pas compte qu'elle s'assoupit, mais un hurlement de loup la réveilla. Personne, à part elle, n'avait entendu ce hurlement, mais à ses oreilles, il lui paraissait effroyable, et elle sut que quelque chose clochait, qu'ils étaient en danger. Personne ne la croyait, dans les premiers instants, mais l'appel d'un corps de chasse vint épauler ses dires. Tout le monde se prépara en un instant. Les prisonniers du fourgon tiraient même sur les chaînes et prièrent qu'on les libère. Et c'est intéressant ce passage où seule Arya entend le hurlement de loup, tu vois. Parce que bon, un hurlement de loup, sachant qu'elle s'était assoupie et qu'il y avait d'autres personnes qui étaient réveillées avec elle, qui montaient la garde. Donc t'as presque l'impression que c'est un hurlement intérieur en fait qu'elle a ressenti. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, j'avoue, ça m'a pas du tout interpellé, mais maintenant que tu le dis, effectivement, ça peut, ouais, ok, c'est genre un espèce Bah, d'une connexion comment quoi. dire, de spider sense, Ouais. Quelque chose comme ça effectivement. les sens Euh, d'araignée me préviennent d'un danger. Après, est-ce que, bon, du coup, on peut se poser la question, est-ce que, bon, déjà, est-ce que c'est vrai, hein, mais on sait que seul Ayal a entendu ce cri, ça c'est certifié. Mais du coup, est-ce que c'est un vrai hurlement? Est-ce que c'est juste un hurlement d'un loup à distance? Et par rapport à ce loup, est-ce que c'est tous les loups ou est-ce que forcément on penserait à Nymeria, hein, le loup d'Arya qui a disparu au cours des premiers chapitres
de Game of Thrones suite à l'altercation avec Joffrey. Mm. Et comme on sait que Nymeria a disparu vers le conflant, du coup, on pourrait penser que Nymeria se trouve à proximité et aurait alerté Arya d'un danger. Mais ça, c'est des grosses spéculations, quoi. Ouais. Je t'avoue, j'ai pas réfléchi parce que perso, ça m'intéresse pas trop, mais. En revanche, ce qu'on peut dire, c'est que Arya était endormie à ce moment-là. Et on sait, de par le premier chapitre de Bran, que Bran commence à avoir ses rêves de loup. Tu sais, dans le premier chapitre de Bran, on nous dit que il dit que, je crois il parle à Osha et à Maître Lewin, que, en fait, il s'est ressenti dans la peau de son loup en fait pendant la nuit, et que ça fait plusieurs fois que ça arrive, etc. Mhm. Bon, tu te rappelles pas? Ouais, ça fait longtemps aussi, hein, mais Non, si, je me rappelle, c'est juste. Je m'en fous. Genre vraiment, pour le coup, ouais, ça me ouais, ça parle pas parle trop, pas. tu vois. Ouais. Bah, moi, j'aurais juste dit que du coup, ça serait peut-être pendant le sommeil que cette connexion serait plus forte entre les loups et les Stark, quoi. Tu vois? Ok. Mais comme je te dis, c'est qu'une spéculation. Arya monta tout en haut du fort et ce qu'elle vit fut une vision d'horreur. Des cavaliers parcouraient les rues au galop, embrasant chaque habitation sur leur passage. Avec Gendry, ils estimèrent qu'une centaine, voire une 200 d'hommes étaient présents. Le capitaine des hommes se rapprocha de la forteresse et leur tonna de sortir du fort, qu'il leur donnait au nom du roi, ce à quoi un des hommes de la garde de nuit répliqua « Oui, mais de quel roi ?» Et c'est marrant, cette question, parce que du coup, et c'est vrai qu'on n'en a pas du tout parlé depuis le début, mais ça fait très écho en fait au titre du tome, le tome 2, l'intégrale 2, The Clash of Kings. En se référant à l'intégrale 1, donc Game of Thrones, voilà, le jeu des trônes, ce qui pouvait se passer tout autour du trône de fer, ça coulait de sens, quoi. Mais Clash of Kings, donc littéralement une bataille des rois, ça fait totalement écho à ce qui se passe actuellement dans la saga. C'est-à-dire que quand on y réfléchit, parce qu'au départ, tu peux te dire, mais de quel roi? Mais en fait, il y a vraiment plusieurs rois. C'est-à-dire que on a évidemment, vas-y Guillaume, je te laisse te les citer. On a Geoffrey. On a. Voilà. Est-ce que tu peux dire un peu, voilà, Geoffrey, son nom de famille quand même, hein, Geoffrey. Geoffrey Baratheon à Port-Réal. On a Robb King in the North, donc de Winterfell, donc le Nord. On a aussi Stannis, qui est à Père-Dragon. On a encore. Alors Stannis, pour l'instant, Stannis, je suis pas sûr qu'il sache qu'il s'est déclaré comme roi, parce que tu sais, dans le dernier chapitre de Davos, Stannis venait juste d'écrire la lettre là qu'il allait envoyer à tous les rois et tous les bourgs des 7 couronnes. En tout cas, Stannis va rejoindre le game, quoi. Exactement. On a dans le bief, on a un autre Baratheon. J'ai un petit bug là. Renly, évidemment. Et quoi? On aurait les îles de fer encore? Ou ça compte pas? Alors ça pourrait compter, on va dire 4,5, mais je les compte pas tellement parce que bon, Balon Greyjoy, il réclame sa couronne, mais tu sais, il réclame pas les 7 couronnes, quoi, tu vois. Daenerys, ça compte pas. Bon, allez, j'arrête le suspense. Et même si c'est pas du tout un suspense, mais on compte aussi le fameux et inconnu pour l'instant roi d'au-delà du mur. Ah. Ok. Monsieur Mance Rider, qui n'est toujours pas apparu dans la saga. Non, c'est vrai qu'il est pas encore apparu. Malgré, il se fait tarder. Il se fait attendre. Mais c'est vrai qu'on n'en a pas parlé dans le chapitre de Jon précédemment, mais une autre raison de la fuite des sauvageons, c'est aussi parce qu'on sait que Mance Rider rassemble de plus en plus de sauvageons. Aussi, ouais. Clairement. Mais donc oui, la question, oui, mais de quel roi elle fait sens, quoi. Parce que, en vérité, Mais là, quand il pose la question, il pense soit donc Geoffrey Baratheon, Robb ou Renly. C'est ça qu'il pense. Ouais, il pense aux trois. Et bientôt Stannis, comme tu dis. Le capitaine demanda ensuite à Yoren si Lord Beric Dondarrion ou Thoros de Myr étaient parmi eux.
Cette question est intéressante parce que il faut se rappeler qu'on a déjà rencontré Beric Dondarrion lorsqu'il était venu à Port-Réal participer au tournoi de la Mans. Puis Eddard l'avait envoyé dans le Conflent afin d'exécuter Grégard Clegane, la montagne, suite à ses assauts répétés contre les villageois du Conflent. On a appris ensuite, dans un des chapitres de Tyrion, par Tywin Lannister, que malgré la mort de Ned, Beric Dondarrion continuait d'harceler le camp Lannister à la fin du premier volume. Donc voilà, Thoros de Myr, la mort de Ned ne l'a pas arrêté. Il continue d'effectuer la mission pour laquelle il a été envoyé. Après, les raisons, c'est vrai qu'on les connaît pas. Hein. C'est vrai que Beric Dondarrion, enfin voilà, on l'a aperçu qu'une seule fois, et on sait qu'il continue à harceler le camp Lannister, mais pourquoi Enfin, tu vois, le Ned il est mort quoi. Et les Dondarrion, c'est des bannerets des terres de l'orage, donc des Baratheons. Donc normalement, ils devraient être fidèles à Geoffrey. C'est vrai. Concernant Thoros de Myr, on a aussi évoqué à plusieurs reprises au cours de la saga, et de nombreuses fois récemment, de par le fait, et maintenant vous le savez je pense, qu'il soit un prêtre rouge et qu'il prie l'or, en rapport avec Mélisandre, ou par sa participation à la rébellion Greyjoy et son épée en flammes. Il faut aussi se rappeler que Ned l'avait envoyé en compagnie de Beric Dondarrion dans le Conflent afin de punir Gregor Clegane, et qu'il faisait donc partie avec Beric Dondarrion du même contingent. Yoren rétorqua à la couleur de ses vêtements noirs qu'il faisait partie de la garde de nuit, ce à quoi le capitaine des cavaliers rétorqua qu'il pouvait aussi s'agir du noir Dondarrion. En effet, Guillaume, est-ce que tu peux rappeler leur emblème au Dondarrion ? Bah pour moi, il y a un fond noir avec un éclair pourpre. Ouais, c'est ça. Enfin pas pourpre mais violet quoi, je crois. Et en gros, pour moi, il y a une histoire de vieille guerre avec Dorne, avec un messager qui devait porter un message vers Dorne qui a failli se faire embuscader, enfin qui s'est fait embuscader, qui a été sauvé par l'éclair. Et du coup, il a réussi à ramener son message, ce qui a permis ce qui a été un tournant décisif pour la guerre. Il a été remercié en étant anobli. Et il a choisi comme emblème le fond noir avec l'éclair pour moi qui est violet. Exactement. C'est exactement ça. Donc on avait appris cette histoire, donc l'histoire de la création de la famille Dondarrion et de leur emblème dans le Chevalier errant. La nouvelle du Chevalier errant, c'était on avait croisé un Dondarrion qui Enfin bref, on avait croisé un Dondarrion et Dunk, il voulait se faire reconnaître par lui, donc il avait cité cette histoire. Et voilà, pour ceux qui n'ont pas écouté ou qui n'ont pas lu déjà le Chevalier errant, mais qui n'ont pas écouté nos épisodes, vous voyez le genre de petites informations qu'on peut apprendre par rapport à ces nouvelles. Même si, bien sûr, on en apprend bien plus. Hein. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des anecdotes comme ça ou des histoires qu'on a eues dans cette nouvelle. Arya se souvenait d'avoir vu Beric Dondarrion au tournoi de la Main. Et même cette anecdote où Jeyne Poole, l'amie intime de Sansa, et la fille du feu intendant de Winterfell, Valiant Poole, qui s'était entichée de lui. Le capitaine des cavaliers ordonna donc à Yoren, encore une fois, d'ouvrir les portes, jusqu'à ce que Yoren demande à voir leur chef. Ainsi se présenta alors Sir Amory Lorque sur son destrier. Alors, concernant Amory Lorque, on en avait déjà parlé, dans le dernier chapitre de Tyrion, de A Game of Thrones. Tywin le charge, lui, ainsi que Varché Èvre, et précédemment bien sûr Gregor Clegane, de mettre le Conflent à feu et à sang. Il apparaît également dans les appendices comme étant un des principaux chevaliers de la maison Lannister. Et en tout cas, on voit que Sir Amory Lorque a bien rempli la mission que lui avait confiée Tywin. Sincèrement, on l'a déjà dit, mais ils ont fait du sale au Conflent. Hein. Les trois là, Amory Lorque, Varché Èvre et Gregor Clegane. Ouais, ils ont ravagé le Conflent. Tu le sens vraiment que c'est vraiment la zone la plus sanglante de la guerre actuelle, quoi. Moi, j'ai l'impression que le Conflent, c'est pas la première fois que c'est la merde, hein, avec le trident, la bataille du trident et tout. À chaque fois, ils prennent cher. À chaque fois, ils ont rien demandé. Ils se retrouvent ravagés. Bah, c'est peut-être d'où le fait que Harrenhal change tant de fois de propriétaire que ça. Hein. Parce que si à chaque guerre, en fait, le Conflent, ça se trouve un peu au centre des sept couronnes, quoi.
Donc ça, cette guerre, tout le monde s'y réunit et Harrenhal, ça devient un centre stratégique. Je m'étonne que les gens n'y restent pas beaucoup. Non mais j'ai l'impression que tu sais, genre limite, tu sais les différents belligérants et tout, tu sais ils font comme dans Dragon Ball. Tu sais, allons nous battre dans un endroit où il y a personne. Et à chaque fois ils vont dans le couloir. Et du coup, en fait, en écrivant ce chapitre, je me suis vraiment rendu compte que faire ce podcast, mais en fait écrire des notes, ça m'aide de ouf. Parce que en fait, lors de ma première lecture, enfin, sur Amory Lore, que je lisais son nom, je le voyais par-ci par-là, mais j'avais des notions, mais vaguement, je voyais qui c'était, quoi. Et en fait, je me rends compte en fait, on est super méthodique quand on crée ce podcast, avec, enfin, on fait des notes, on relit les passages, etc. Et tu sais, par exemple, je suis absolument sûr que dans mes précédentes lectures, Sarah Brillard, quand je l'ai vu là, je me suis dit, ouais, d'accord, je crois que j'ai déjà entendu son nom quelque part, mais enfin, tu sais, tu te dis, mais qu'est-ce qu'il a fait encore lui, où il est déjà apparu, tu vois. C'est vraiment dur de retenir le nombre de persos. Hein. Enfin les noms, les alliances, les trucs. C'est franchement, c'est souvent les gens ils me demandent quand ils me demandent est-ce que tu me conseilles de lire les livres. Alors je dis oui, bien évidemment, c'est super, mais à chaque fois je suis en mode accroche-toi quoi, parce que c'est pas évident du tout. Accroche-toi. Franchement, faut s'accrocher. Hein. Non, mais parce que c'est sûr qu'en fait, si tu lis le, en fait, ça me fait penser à une anecdote qu'un de mes potes qui écrit un livre, tu vois, il me dit, quand je lui parle justement du podcast du Trône de Fer, il me dit que lui, il détesterait, et c'est pour ça qu'il les a pas lus, mais qu'il détesterait lire une saga et à chaque fois se replonger dans les appendices, à chaque fois faire des notes, se replonger dans un truc, en disant, mais en fait, il me dit, si t'as besoin des appendices pour comprendre une œuvre, c'est qu'elle est pas bien écrite. Et je lui dis, mais en fait, tu peux comprendre le Trône de Fer sans les appendices, mais c'est juste qu'en fait, il y a plein de détails où tu passeras à côté. Mais c'est super compréhensible, hein, si t'as pas les appendices, si tu lis de façon casual. Dans ce que j'ai fait, lors de ma précédente lecture, j'ai lu de façon beaucoup plus casual, et sur Amory Lore, je voyais très bien c'était, même si je comprenais pas exactement où il était situé, je comprenais les tenants, les aboutissants du chapitre. Mais avec le podcast qu'on fait, les notes, je sais exactement quand il a apparu, quand il a été cité les premières fois, les secondes fois, etc. Et quel est son rôle à présent. Mais c'est ça. En fait, c'est vraiment l'effet. L'œuvre, elle a vraiment un effet iceberg. Tu vois, genre, tu peux comprendre beaucoup de choses. Enfin, au cours d'une lecture superficielle, etc. Mais tu vas louper, tu vas louper des gros trucs quoi en dessous. Hein. Et encore une fois, ça me rappelle One Piece où si tu lis chapitre par chapitre, tu vois, tranquillement et tout, ça va aller. Mais il y a toujours cet effet iceberg où si tu creuses pas le truc, bah tu vas peut-être passer à côté de certaines, enfin de certains trucs quoi. Même si bien sûr c'est beaucoup plus simple et tu retombes toujours sur tes pieds dans One Piece, mais là c'est pas forcément le cas avec, c'est pas forcément le cas. Je sais plus, ça dans le Trône de Fer. Je sais pas, ça me rappelle un truc vraiment tout con, tu sais, la dame qui mangeait ses friandises, qui lui donnait les dents rouges, la meuf de l'auberge là, des quatre du Carrefour. Ah oui, Masha Idol, exactement. Et qui finalement, tu vois, on te parle de ce perso et finalement après on te parle d'un cadavre plus tard. Tu sais, et tu te rends compte que c'est cette même personne, tu vois, tu crées des liens, des choses. Ah oui, ça fallait le noter, hein, parce qu'on dit, ouais, on parle du cadavre en disant oui. Je crois que c'est justement, elle apparaît, je sais plus dans un des chapitres de, j'avoue, je sais même plus dans quel chapitre elle apparaît. Peut-être Kathleen. Ouais, peut-être. Enfin, en tout cas, on sait que justement c'est Kathleen qui s'en rappelle parce qu'elle lui donnait à chaque fois des friandises quand elle était petite, quand elle et son père passaient près de l'auberge du Carrefour. Et elle réapparaît justement dans un des chapitres de Tyrion après que Tywin a envahi le Conflent et donc est passé par l'auberge du Carrefour. Et donc Tyrion qui dit, il y avait un cadavre qui pendait ici près d'une poterne et ses dents étaient rouges. Et c'est vrai, comme tu dis, tu fais le lien et tout, mais qui va le noter quoi? C'est sûr. Qui va le noter à part deux gros geeks qui font un podcast dessus, mais sinon.
Mais c'est le genre de truc où, voilà, il faut la subtilité, elle est là, quoi. Mais en tout cas, par rapport à Armor et Lork, si on revient dessus, en fait, si t'as les informations que Tywin l'a chargé avec Varchèvre et Orcégain de mettre le conflant et à feu à sang, en fait, tu peux comprendre que les supplications de Yoren, etc., elles vont servir à rien, quoi. Parce que lui, il est juste venu pour faire du sale. Enfin, dire qu'il s'en fout que tu fasses partie de la garde de nuit ou quoi. Oui, lui, il a un ordre, c'est ravager, quoi. Hmm. Et en fait, si tu te rappelles pas de ça, tu peux juste te dire que bon bah c'est les hommes des Lannister, ils sont cruels, ou ils font ça par ennui, ou ils font ça par bon, je sais pas, tu vois. Mais en fait, quand tu sais que en fait il a reçu cette mission, c'est enfin l'événement, enfin les comment dire, l'enchaînement des événements est beaucoup plus compréhensible. Mais il est pas là pour, pour se dire, eux, ils ont rien à voir avec eux. Enfin, ils ont rien à voir avec l'histoire. Ils vont pas nous déranger. Non, c'est pas leur but, quoi. Hmm. Pendant toute leur discussion, Yoren refuse de lui ouvrir les portes, argumentant encore et toujours que ce sont des membres de la garde de nuit, mais même Arya et Gendry voient qu'il n'en a pas grand-chose à faire. Sar Moylork les proclame alors rebelles au vu du refus de ses ordres. Il ordonna alors à ses hommes de les tuer tous. Et bon, à partir de ce moment-là, il y a une bataille qui s'engage entre les deux camps. Et bon, c'est assez difficile à décrire et pas tellement intéressant non plus pour en parler dans le podcast. En général, les moments de bataille, on vous laisse le soin de les lire. Hein. Vous les avez lus, vous les avez compris. On va pas en discuter. Je crois qu'on a dit ça à deux reprises. C'était pendant la bataille de Chaillon, la bataille de la Verfure peut-être. Ouais, ça je m'en souviens. Ouais. Et tu sais, on avait dit ça aussi pendant une bataille. Là, tu sais, le tournoi dans le Chevalier Errant. Tu sais, la bataille tout à la fin de la nouvelle. La mêlée. Ouais. Alors, c'est pas une mêlée, mais oui, avec 5 destriers. Ouais, je me souviens. Mais bon, en tout cas, ce qui peut être intéressant de noter par rapport à ce passage, c'est que Arya, comme une grosse conne, moi j'ai noté dans mes notes, crie Winterfell pendant ses attaques. L'adrénaline lui fait complètement perdre la tête. Ouais, elle a abusé là. C'est clair. C'est la crié Winterfell normal. Elle s'est pas dit peut-être qu'il faut que je garde mon identité secrète. Winterfell normal. Mais bon, ça doit être l'adrénaline, non? Et en même temps, je sais pas si t'as noté ça toi aussi, Guillaume, mais tu sens que Arya, elle est devenue froide. Il y a aucune culpabilité chez elle quand elle tue ses ennemis, malgré son jeune âge. Hein. Arya, là, maintenant, elle doit avoir 8 ans. Et tu sens que vraiment, pour elle, elle a appris à tuer, quoi. Ouais, c'est devenu naturel pour elle. Ouais, grave. Et vraiment, aucun remords. Elle se dit, oh, je suis un ennemi, je lui coupe les doigts. Elle voit du sang, elle en a rien à foutre. Et lui, pour elle, c'est un prolongement de sa main. RAF. En voyant le déroulement de la bataille, Yoren se rend compte qu'ils sont en train de la perdre et ordonne à Arya, ainsi qu'à ses compagnons de fuir, de prendre le tunnel clôturé de la grange et de partir par le lac. Ainsi, Arya, Gendry, Tourte et Lomi Main Verte prirent la fuite, malgré que le mollet de Lomi soit percé d'une lance. Alors, juste avant de continuer, c'est vrai qu'on a que très peu parlé de Tourte et de Lomi Main Verte depuis qu'ils sont apparus dans la saga. Pour rappel, c'était les deux garçons qui terrorisait, en tout cas terrorisé entre guillemets, hein, Arya lors de leur départ de Port-Réal. Et voilà, je crois que c'est Tourte Chaude, on l'appelle comme ça, parce que sa mère c'était une boulangère et qu'elle criait à Port-Réal Tourte Chaude, Tourte Chaude. Et donc il a crié comme ça son nom et il a mis main verte parce que je crois que c'était le fils d'un teinturier ou d'une teinturière. Mais et tu sens que je crois qu'on l'avait déjà dit aussi, mais tu sens qu'au fil du temps de leur trajet, qui s'était adouci envers Arya et que c'était pas devenu des potes, mais voilà quoi, ils avaient appris à coexister. Ouais, à coexister. Sur son chemin, Arya essaye de sauver la fillette, et malgré que Tourte l'enjoint de l'abandonner, car elle refusait de bouger, Arya se cramponna à l'idée de la sauver. Heureusement que Gendry revint sur ses pas pour les aider. Arrivé à la grange, Arya remarqua que les 3 prisonniers essayaient, en tout cas tentaient à grand effort de se libérer des fers et de sortir du fourgon. Elle cria à Gendry de faire sortir la fillette avec lui d'abord, pendant qu'Arya, inconsciemment, alla chercher une hache au dehors de la grange afin de la jeter dans le fourgon et aider Jaqen, Rorge et Mordor.
Elle ne sait si cela avait marché et s'ils avaient pu se libérer, car elle se jeta rapidement dans le tunnel. Et bien qu'elle fût libérée de ce carnage et en sécurité, le chapitre se termine sur les larmes d'Arya qui, nous dit-on, pleurait. Mais elle ne suit pas sur qui. Et c'est vrai que, bien que justement il n'y a même pas 30 secondes, je viens de dire que Arya était devenue assez froide, assez même de glace, hein, concernant ses ennemis, il y a quand même cette grande sensibilité en elle où elle va essayer de sauver voilà la fillette quoi, et même les 3 prisonniers. Ouais, c'est vrai. C'est encore la fillette legit, hein, on comprend bien, mais prisonnier quand même, tu vois. Donc quelque part au fond d'elle, elle a pas perdu toute son humanité hein, encore. Bon après on s'en doutait, hein, Arya, on évolue à ses côtés, donc on sent bien que c'est pas une psychopathe. Mais c'est vrai que on sait que maintenant elle s'habitue de plus en plus à la guerre et à ses atrocités et qu'elle est capable de gérer, de vivre avec quoi. Mm. Mais justement, toi, tu dis que elle a cette sensibilité, mais elle a une plus grande sensibilité même que par exemple Gendry, qui lui, il dit non mais les 3 prisonniers, moi je préférais sauver des ânes quoi. Et Arya, enfin, en fait, on sait même pas la raison. Je pense que même elle sait pas pourquoi, mais inconsciemment, elle va les sauver quoi. Elle se dit bon, bah, faut que, et tu sais même au péril de sa vie. Et tu te dis mais comment ça se fait que des gens qui sont totalement OSEF pour elle, elles prennent, enfin en tout cas, elles se mettent en danger à ce point-là pour leur sauver la vie. Il y a quelque chose d'assez inconsistant quoi. Ouais, je sais pas si Ned aurait fait ça. Ah non, Ned il était plus pragmatique quand même. Hein. Ouais, mais il était très pragmatique. Ouais. Bon, en tout cas, voilà, on a terminé ce chapitre, mais on sent que, en tout cas, moi, j'ai l'impression et j'espère que les chapitres prochains d'Arya seront plus intéressants, vu qu'elle a quitté le contingent de Yoren. C'est vrai que Yoren, à la fin, là, on sait pas ce qui lui est arrivé. Hein. Je crois qu'il est reparti se battre dans le fort et puis plus de nouvelles. Mais ouais, j'avoue qu'ils étaient un peu osés faire les chapitres d'Arya depuis le début du tome. Hein. Ouais, c'est traverser le conflant et voilà quoi. Mm. Mais là, tu sens que bon, maintenant que, enfin voilà quoi, il y a une action quoi, il y a eu un élément déclencheur, et le fait qu'il soit à présent seul, donc Gendry, Tourte Chaude et Lomi et la petite fillette, et ça va être un peu plus intéressant en tout cas de les voir évoluer seuls dans cette terre ravagée qu'on appelle le Conflant. Ouais. Euh, Bon. Ouais. on a fini pour cet épisode. On espère que vous l'avez apprécié. Les réseaux sociaux, Guillaume, c'est ça? Ouais, les réseaux sociaux toujours. Hein, n'hésitez pas à partager ou même surtout même communiquer avec nous sur vos impressions, vos attentes, tout ça. Et je crois qu'on se dit à la prochaine pour un chapitre de Tyrion. Ouais. Et on aura une petite surprise pour les prochains épisodes, pour le prochain chapitre. Donc pour ceux qui sont curieux, attendez impatiemment le prochain épisode. Voilà, à la prochaine. À la prochaine.